Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce journal de la mi-journée. Gare au radar, grande opération européenne de contrôle de vitesse aujourd'hui. Les routes belges sont concernées, même si on le verra avec Sarah Hendricks, il vaut mieux lever le pied toute l'année. Chloé avait 9 ans, elle a été enlevée hier et est morte dans un bois de Calais. Le suspect arrêté est passé aux aveux. L'alcool pèse lourd. L'Europe pourrait bientôt exiger l'affichage du nombre de calories sur les étiquettes, une façon de lutter contre l'obésité. Visite d'un bateau 100% wallon, 100% écologique aussi, panneaux photovoltaïques, éoliennes. Il est conçu pour être totalement autonome. C'est l'une des plus belles villes d'Europe. Il suffit de s'y promener pour tomber sous le charme. Arrêt à Bruges dans ce journal. Il s'agit donc aujourd'hui de lever le pied. Contrôle de vitesse organisé dans une vingtaine de pays européens et la Belgique suit le mouvement. Une cinquantaine de policiers sont déployés un petit peu partout avec leur radar, notamment dans la région liégeoise. Le reportage de Marc Melon. Ce matin, visé à un endroit où la vitesse autorisée est de 50 km à l'heure, le véhicule banalisé de la police locale de la Basse-Meuse a constaté de nombreuses infractions. Par exemple, aujourd'hui, on a mis le radar à 9 h en place et de 9 à 10, il y a 35 infractions qui ont été constatées, donc plus d'une toutes les 2 minutes, hors heure de pointe. Inciter les conducteurs à lever le pied, c'est une volonté quotidienne pour les policiers, amenés à constater quelquefois de graves accidents de circulation. À côté des actions préventives, il y a aussi des sanctions. La volonté, c'est d'essayer de changer le comportement des usagers de la route. Et malheureusement, il faut bien reconnaître qu'un des moyens principaux, c'est d'aller dans leur portefeuille en sanctionnant les infractions. À 11 h, quai du Barbou, un axe d'entrée de la ville de Liège, des policiers ont placé un lidar, un appareil acheté par la zone de police qui est régulièrement déplacé. C'est efficace parce que nous pouvons le changer de place par rapport à un poteau fixe où généralement nous rencontrons des freinages à l'endroit du poteau. Nous pouvons le mettre 500 mètres en amont, 500 mètres en aval. Il part 15 jours, il revient 3 mois après. Les gens ne savent jamais, les automobilistes ne savent jamais si le radar est là ou pas. Et ça crée un sentiment d'insécurité pour ceux qui voudraient dépasser les limitations de vitesse. Chaque jour, 240 000 véhicules circulent sur le territoire de la ville de Liège. L'an dernier, les policiers ont dressé 63 000 procès-verbaux liés à la vitesse. Quai du Barbou, la vitesse autorisée est de 50 km à l'heure. Notre objectif est évidemment de réprimer des comportements inadaptés. Donc nous avons régulièrement des vitesses qui tournent aux alentours des 70, 80, 90 km/h. Mais il y a aussi des comportements criminels avec des vitesses qui dépassent celles autorisées sur les autoroutes, c'est-à-dire 120 km/h. Un conseil lever le pied, non seulement aujourd'hui, mais aussi les autres jours. En province de Liège, par exemple, plusieurs zones de police mèneront des contrôles de vitesse la semaine prochaine, sans compter ceux prévus sur les autoroutes. Oui, une journée de contrôle intensif, est-ce suffisant? Certains se posent la question. On va rejoindre Sarah Hendricks à Charleroi. Bonjour Sarah, on vient de l'entendre dans ce reportage. On peut rappeler quand même qu'on ne contrôle pas la vitesse qu'aujourd'hui. Non, même si quand même aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent que les automobilistes sont particulièrement prudents. C'est vrai que notre vitesse, elle est contrôlée tout au long de l'année, notamment par de nombreux radars fixes. Alors il y a d'abord ceux de la police fédérale. Sur les routes wallonnes, il y en a actuellement 33, principalement situés sur les grands axes routiers et autour des grandes villes. L'année passée, ils ont quand même permis à la police fédérale de dresser plus de 100 000 PV pour excès de vitesse. Alors il y a aussi un radar très particulier en région liégeoise, c'est le fameux tunnel tronçon, le radar tronçon du tunnel de Cointe. Il calcule votre vitesse moyenne entre l'entrée et la sortie du tunnel et rien qu'à cet endroit, 25 000 PV ont été dressés l'an dernier. Alors à côté de ces radars fixes de la police fédérale, eh bien chaque zone de police locale peut installer sur son territoire aussi des radars fixes. C'est le cas ici où je me trouve à Sombref. Juste derrière moi, vous voyez un des 2 radars de la zone de police. Et ici, il flash dans les 2 sens les automobilistes qui dépassent la limite fixée ici à 50 km/h. Ils étaient très nombreux en 2013, plus de 3400 PV ont été dressés à cet endroit. Beaucoup moins nombreux quand même l'année dernière, 1300 encore malgré tout. Donc on sent quand même qu'il y a un effet dissuasif de ces radars fixes, mais qu'ils soient fixes ou mobiles, de toute façon, si vous voulez éviter d'avoir une amende, le conseil est toujours le même, levez le pied. Merci Sarah pour ces précisions concernant les chiffres. Le nord de la France, sous le choc après la mort d'une fillette de 9 ans hier à Calais. Son corps dévêtu a été retrouvé dans un bois. La jeune fille avait été enlevée un peu plus tôt dans l'après-midi alors qu'elle jouait avec des amis. Le suspect, un homme d'origine polonaise, est passé aux aveux. Régis Derat. C'est le véhicule du ravisseur présumé.
Une voiture rouge immatriculée en Pologne, à bord de laquelle Chloé, 9 ans, a été forcée à grimper hier au beau milieu de l'après-midi, alors qu'elle jouait devant chez elle. Un homme d'une trentaine d'années l'a empoignée, kidnappée. Ses cris ont alerté sa mère et les voisins. J'ai entendu juste crier quoi, et bon, quand je me suis mis, j'ai vu le monsieur à côté, Aurélien, qui a pris le restant des enfants, qui les a fait rentrer, mais la petite, elle était déjà attrapée par le monsieur quoi. Donc et après, quand la maman, a priori, elle est arrivée peu de temps après, et elle a vu pour attraper, elle a voulu pour chercher à crier après sa fille, et elle a vu ce monsieur qui l'avait embarqué en voiture quoi. Les moyens de recherche ont immédiatement été mis en alerte. 1h30 plus tard, le corps sans vie de la fillette est retrouvé dans une forêt toute proche. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle présentait des griffures et des traces de strangulation. Elle aurait été violée. Le ravisseur présumé a été arrêté dans la foulée. Il est passé aux aveux ce matin. L'alerte a été donnée. Le suspect reconnaissait immédiatement son implication dans le décès de l'enfant. Il stationnait son véhicule rue Bossuet afin de consommer une bière. Une fillette s'approchait de lui et l'arrosait à l'aide d'un pistolet à eau. Il l'empoignait, il s'agissait de Chloé. Il lui plaçait une main sur la gorge et l'autre main sur son buste. Il la contraignait à monter à l'arrière de son véhicule. Il stationnait sa voiture à la hauteur du bois de Brûle. La suite de ces auditions permettra de cerner au mieux le déroulement de cette terrible agression. Le suspect a 38 ans. Il est de nationalité polonaise. Il résidait à Calais depuis une dizaine d'années. L'homme a un lourd passé judiciaire pour extorsion, vol et agression violente. Il avait été condamné en 2010 à 6 années de prison. Libéré anticipativement, il était interdit de territoire et aurait dû être expulsé vers la Pologne. Et puis ce soir, l'invité de Jeudi en prime, juste après le journal télévisé, sera Christian Pagnier. L'ancien juge nous parlera notamment de sa décision d'accueillir Michel Martin chez lui. L'aéroport de Charleroi rêve d'espace, il cherche à s'étendre et pour cela 2 solutions. Faire payer davantage les passagers ou augmenter la capacité du site. Et c'est la piste qui est privilégiée par la Wallonie, qui est prête d'ailleurs à mettre de l'argent sur la table. Les explications de Daniel Welter. L'aéroport de Charleroi de plus en plus à l'étroit. Avec ses 6,5 millions de passagers, c'est souvent l'embouteillage au check-in ou à la récupération des bagages. L'aéroport a donc décidé de s'étendre, de s'offrir un nouveau terminal. C'est une nécessité pour l'aéroport en termes de croissance. C'est une nécessité par rapport à la situation actuelle. Donc on veille à accueillir nos passagers et l'ensemble de nos clients dans un confort qui est un confort maximum. Mais on doit continuer à la fois à assurer ce confort et de pouvoir étendre la capacité du terminal pour pouvoir continuer la croissance du nombre de passagers à Charleroi. Mais le projet a été revu à la baisse. Au départ, il devait accueillir jusqu'à 15 millions de passagers. Écoutez, 80 millions d'euros. Mais l'Europe est passée par là. Elle lui demande de payer 15 millions d'euros par an pour ses infrastructures. Alors le projet actuel visera seulement 9 millions de passagers pour un coût de 20 millions d'euros. Il y aurait 9 postes supplémentaires de check-in, un tapis pour les bagages supplémentaires, des postes de sécurité aussi supplémentaires, de manière d'augmenter d'environ 30% la capacité actuelle et donc de pouvoir aller vers 9 millions de passagers par an. Le nouveau terminal bis, le voilà déjà en maquette, prévu pour 2017. On nous promet même son autofinancement, sans que cela nous coûte 1 euro de plus au Wallon. Suite à la décision de l'Europe, il faut des recettes supplémentaires à l'aéroport de Charleroi. Il y a 2 manières d'y arriver. Soit tous les passagers actuels payent 1 euro ou 2 euros supplémentaires, soit on augmente le nombre de passagers. Et c'est tout à fait possible puisqu'il y a une demande des compagnies pour pouvoir avoir dans certains créneaux horaires le matin et le soir, plus de passagers, plus de prise en charge possible à Charleroi. Donc en augmentant le nombre, ça permet de préserver tous les passagers actuels. Reste tout de même à convaincre le partenaire privé de l'aéroport, le groupe italien SAV, une simple formalité, nous assure-t-on. Un petit verre pour la Commission européenne. Plusieurs députés demandent en tout cas que les étiquettes des boissons alcoolisées soient plus précises, qu'elles indiquent notamment le nombre de calories, bref, que les producteurs se plient aux règles du secteur des denrées alimentaires. Les explications de Silvia Falcinelli.
Sur ces étiquettes, on voit clairement le pourcentage d'alcool, mais nulle trace du nombre de calories. Vin, bière, spiritueux, au-dessus de 1,2%, tous les alcools échappent aux obligations d'étiquetage en vigueur pour les autres denrées alimentaires. Une exception à laquelle bon nombre de députés européens veulent mettre fin. L'intérêt, c'est d'informer le consommateur. Celui qui veut évidemment perdre du poids, il y a une lutte contre l'obésité qui est quand même qui devient un fléau au niveau européen puisqu'elle touche de plus en plus les jeunes et les enfants notamment. C'est de pouvoir choisir en termes d'une information qui est donnée. La teneur en sucre, c'est important aussi. Quand on est diabétique, c'est pas pour ça qu'on ne boit pas un verre, mais c'est peut-être bien de savoir qu'une flûte de vin sec pétillant contiendra moins de sucre qu'un vin doux naturel. 33 centilitres de Pils, c'est 152 kilocalories. 10 centilitres de vin, c'est environ 60 kilocalories. 10 centilitres de cognac, c'est 232 kilocalories. Des calories qui pèsent sur la balance. Mais l'effet de l'alcool sur la prise de poids ne s'arrête pas là. L'effet de prise de poids par l'alcool peut être identifié par l'effet apéritif d'une boisson alcoolisée, qui va donc ouvrir l'appétit et faire manger plus, et qui va, à partir de la consommation de 2 verres, amener à une désinhibition et donc une diminution de la discipline alimentaire. Ce diététicien est favorable à une meilleure information sur les étiquettes, mais il est plus dubitatif quant à son effet concret dans la lutte contre l'obésité. Les études qui ont analysé l'impact de l'étiquetage nutritionnel et des messages de santé sur les étiquettes sont relativement neutres par rapport à l'effet sur le consommateur. Les informations sont rarement bien comprises, parfois induisent en erreur et la surcharge d'informations noie l'information. Un débat aura lieu au Parlement européen dans les prochaines semaines. La Commission Santé a d'ores et déjà adopté une résolution pour demander à la Commission européenne de légiférer avant fin 2016. Les suites de la crise de la dioxine dans notre pays, un scientifique néerlandophone affirmait en début de semaine que cette crise a fait augmenter le nombre de cancers. Conclusion qui n'est pas partagée par d'autres scientifiques. Alors pour y voir plus clair, la ministre de la Santé publique et le ministre de l'Agriculture ont décidé de solliciter le Conseil supérieur de la santé, Maggie Debloc et Willy Borsu, qui demandent une analyse neutre et objective de l'étude qui est au cœur des débats. Le secteur automobile retrouve des couleurs. Le nombre d'immatriculations de voitures neuves a augmenté un petit peu partout en Europe. La reprise a surtout été flagrante en Espagne, en Italie aussi. Statu quo, par contre, en Belgique. On fait le point avec Stéphanie Lepage. C'est clairement la reprise. En Union européenne, les ventes automobiles augmentent de 8,6% au premier trimestre par rapport à la même période en 2014. Un rebondissement pour les constructeurs après plusieurs années d'austérité. Les causes sont multiples. On voit tout d'abord quand même une reprise de l'économie en Union européenne. On voit quand même aussi quelques tendances positives quand on parle de la chômage qui est en baisse un peu partout en Union européenne. Et plus particulièrement, on voit quand même aussi que certains États membres ont pris des mesures pour encourager le renouvellement du parc des voitures. Des incitants notamment en Espagne qui connaît la plus forte hausse européenne, plus 32%, suivi de l'Italie, plus 13,5% et de la France, plus 6,9%. Si ces hausses sont clairement bénéfiques pour les constructeurs européens, il faut néanmoins relativiser. Leurs ventes dépendent d'abord du marché mondial. Pour le moment, 1/3 de ce qui est produit en Europe est exporté. Donc on dépend aussi à tout ce qui se passe au niveau mondial. Mais c'est clair qu'une hausse des ventes en Europe ne peut qu'avoir un impact positif. En parallèle, la Belgique, elle, connaît une légère baisse des ventes au premier trimestre 2015, moins 0,98%. Ces dernières années, le marché belge est resté relativement stable avec un peu plus de 480 000 voitures vendues par an. Le Belge reste attaché à son véhicule. L'important parc de voitures de société permet également de stabiliser le marché. Et si vous circulez en voiture sur le boulevard Thiroux à Charleroi, attention, il est en sens unique depuis ce matin afin de permettre la réalisation d'importants travaux d'égouttage, une étape dans la construction du futur centre commercial Rive-Gauche. Vous pouvez donc uniquement circuler d'est en ouest, un petit changement d'habitude qui pourrait d'ailleurs durer plusieurs mois.
Il est 13h13. Dans la suite de ce journal, des violences et des pillages en Afrique du Sud. Les habitants s'en prennent aux immigrés africains présents dans le pays. Les images d'une vague géante qui a emporté une touriste en Irlande. Elle est miraculeusement indemne. 2 ans de suspension requis contre le cycliste grec Van Avermaet. Il est suspecté de dopage et cela pourrait lui coûter cher. Mais tout de suite, une pause touristique, quelques rayons de soleil et certaines villes sont prises d'assaut. C'est le cas notamment de Bruges, une cité au fil de l'eau qui n'attire pas que des touristes étrangers. Le reportage sur place de Kamel Azous. Cité médiévale par excellence, Bruges est sans conteste l'une des plus belles villes d'Europe. Au fil de ses ruelles, le centre historique offre aux touristes une balade à travers le temps. Et lorsque le temps est ensoleillé, nombreux sont les curieux étrangers. Mais les touristes belges viennent aussi découvrir les charmes et l'histoire de Bruges. On a vraiment l'impression finalement d'être, peut-être pas être en Belgique, être en vacances à l'étranger et de découvrir, je vais dire, voilà, vraiment toutes ces beautés que finalement on connaissait très très mal. Tout le monde avait un peu l'idée d'aller à la mer. Nous, on préférait venir un peu visiter Bruges. Il y a beaucoup plus de choses à voir d'un point de vue historique. Il faisait beau, donc c'était agréable. Les calèches, les petits bateaux, les petites promenades. La ville en elle-même est très fleurie, très propre. C'est vraiment agréable de promener par ici. C'est bien à pied que les touristes font les plus surprenantes découvertes. Parfois, au détour d'une porte discrètement ouverte. C'est vrai que l'architecture déjà des maisons, c'est pas mal. On a fait une petite balade en bateau sur les canaux. Et puis découvrir des personnes qui font comme ça de la dentelle et tout ça, c'est super. Non, mais c'est bien. They wanna get my gold on the ceiling. I ain't blind, it's just a matter of time before you steal it. I ain't blind. C'est aussi au fil de l'eau que les touristes remontent le temps sur les canaux de la Venise du Nord. Bruges sait charmer les romantiques du monde entier, comme ce couple de touristes qui a traversé l'Atlantique pour baigner dans cette ambiance incomparable. C'est beau, tout est comme dans un conte de fées, comme dans un film, c'est magnifique. L'atmosphère est tellement préservée, tellement historique, vous sentez que vous vous baladez dans un endroit historique. C'est aussi un endroit romantique. Oui, c'est romantique. Ça donne l'impression de retourner à l'époque médiévale. C'est très paisible, très pittoresque. On passe un magnifique moment. Une certitude, qu'ils soient belges ou étrangers, les touristes succombent tous au charme de Bruges, qui est finalement un véritable musée, à ciel ouvert. Voguer sur l'eau avec un catamaran 100% électrique, c'est le pari fou d'un des derniers fabricants wallons de bateaux. La construction est quasi terminée. Les derniers réglages avant un premier tour du monde sont en cours. Et c'est sur un parking que Benjamin Carly a découvert la petite merveille, une première mondiale. Dans cet atelier, 2 à 3 bateaux grand luxe sont assemblés chaque année. Mais ce qui fait la plus grande fierté du patron, c'est celui qui trône actuellement sur le parking. Au premier abord, il ressemble à n'importe quel autre catamaran. Mais à y regarder de plus près, il est doté de quelques équipements supplémentaires, comme cet hydrogénérateur installé sur la poupe. C'est une éolienne qui est mise dans l'eau. Le principe est à peu près le même, sauf que de l'air, on passe à l'eau. Sur le pont, une vingtaine de panneaux photovoltaïques décorent le toit, de quoi naviguer tranquillement dès que le soleil pointe le bout de son nez. On sait simplement se déplacer avec le bateau, avec les panneaux solaires à une vitesse de 3 nœuds pour 8 tonnes qu'on déplace. Une éolienne vient compléter le dispositif et 2 tonnes de batterie permettent de stocker l'énergie produite. Ce catamaran est autonome à tout point de vue. L'eau potable ainsi que celle utilisée pour la douche et les toilettes provient notamment du toit. Ces eaux de pluie vont être récoltées dans un réservoir et vont être filtrées. Donc on n'emmène pas d'eau, je dirais, pour le voyage. Tout est pris, soit par l'eau de mer ou soit par les panneaux solaires. Si toutes ces technologies existaient déjà, c'est la première fois qu'elles équipent toutes un même bateau, ce qui permet à ce catamaran d'être autonome en toutes circonstances et pas uniquement par beau temps, une première mondiale que l'on doit à un wallon.
À un moment donné, il va utiliser plutôt la force vélique. À un autre moment, il va utiliser, je dirais, s'il n'y a plus d'énergie, les batteries, et ainsi de suite. Donc, il peut chaque fois utiliser une énergie possible qu'il rencontre en naviguant. Un travail de 3 ans qui fait suite à une demande spéciale d'un riche médecin suisse. Une commande à plus de 800 000 €. C'est un Suisse et il voulait partir autrement, sans consommer quoi que ce soit comme énergie fossile. Il voulait laisser de son passage que le sillage du bateau. Reste encore quelques mois de travail et le catamaran sera fin prêt pour son premier tour du monde sans une goutte de carburant. Recrudescence de violence en Afrique du Sud et ce sont surtout les villes de Durban et de Johannesburg qui sont touchées. La population locale s'en prend aux immigrants africains. Elle les accuse de leur voler leur travail. En quelques jours, 6 personnes ont perdu la vie. Philippe Antoine. Chasse à l'homme dans un quartier commerçant de Durban. L'homme poursuivi est un Somalien dont les compatriotes vont organiser rapidement la riposte à coups de pierres ou de bouteilles lancées en direction des agresseurs sud-africains. La police, elle, a bien du mal à restaurer le calme. D'autant que certains Somaliens ont décidé de s'armer de couteaux, voire de machettes, comme cet homme que la police tente d'interpeller, même s'il finira tout de même par s'échapper. Mais les Somaliens ne sont pas les seuls à être visés par ces attaques à répétition. Qu'ils viennent du Congo, d'Éthiopie ou du Zimbabwe, ils sont plus d'1 millier à avoir subi la colère de Sud-Africains qui leur reprochent essentiellement de prendre leur travail. Pour se protéger, beaucoup se sont réfugiés dans des camps comme celui-ci. Je pensais que l'Afrique du Sud était un bon pays, parce que notre pays, le Congo, est en guerre. On ne peut même pas dire qu'on va y retourner, parce qu'aujourd'hui encore, cette guerre tue des gens. Désormais, je ne crois plus que l'Afrique est un bon pays, parce qu'il nous tue sans raison. Depuis le début de cette nouvelle flambée de violence contre les immigrants en Afrique du Sud, 6 ont été tués. Certains ont vu leur magasin ou leur habitation pillés, saccagés, et d'autres encore ne peuvent plus compter sur leur logement qui a déjà été reloué. S'ils nous ramènent dans notre pays, ce sera peut-être mieux finalement, parce qu'on est en train de mourir ici. On aimerait bien rester en Afrique du Sud, mais les Sud-Africains ne le veulent pas. Ce n'est pas la première fois que de telles violences à l'égard des étrangers éclatent en Afrique du Sud. En 2008, il y avait eu 62 morts. Une journée de commémoration, un an tout juste après le naufrage d'un ferry au large du Nil en Corée du Sud. Des drapeaux ont été mis en berne, des milliers de Sud-Coréens se sont recueillis pour honorer les 304 victimes, principalement des lycéens qui étaient en voyage d'études. La présidente sud-coréenne a promis de renflouer le navire. Plusieurs corps sont en effet toujours bloqués à l'intérieur. La mer qui a failli emporter une jeune étudiante en Irlande. Elle observait l'horizon quand une vague impressionnante s'est abattue sur elle. La suite de l'histoire tout de suite avec Gérald Vandenberg. C'est un des points de vue les plus spectaculaires des îles Aran. Ce jour-là, la mer est démontée. Mais une touriste imprudente est malgré tout montée sur ce rocher à gauche de l'image pour prendre quelques photos. Elle va rapidement le regretter. La masse d'eau va l'emporter. Au départ, je n'avais même pas vu la vague arriver. Puis j'ai essayé de m'enfuir, mais l'eau m'a poussée en bas du rocher et je suis tombée. L'eau a amorti ma chute, l'impact n'a pas été aussi fort que ce qu'il aurait pu être. Il y avait un rocher à côté de moi, je m'y suis accrochée. Les parents d'Aparajita étaient juste un peu plus loin. Ils ont bien cru perdre définitivement leur fille. L'arrivée de cette vague est le moment le plus terrifiant de ma vie. J'ai entendu ma fille hurler « maman » et lorsque j'ai regardé, elle n'était plus là. C'est ce jeune homme et un groupe d'amis qui prendront tous les risques et iront la chercher dans l'eau. Ses parents savent que leur fille leur doit la vie. Je suppose que nous avons fait ce que tout le monde aurait fait dans cette situation. Essayer de la sauver et on y est parvenu ensemble. Au total, cette histoire avait tout pour être un drame. Mais elle finit plutôt bien. Aparajita s'en tire juste avec une jambe cassée. Fabriquer de l'eau douce, un défi pour la planète. 700 millions de personnes n'y ont pas encore accès. La solution, utiliser de l'eau de mer dessalée. Des entreprises de désalinisation de plus en plus grandes voient le jour en Israël, en Australie, dans le golfe Persique, mais aussi en Californie. Et c'est d'ailleurs là que se construit la plus grande usine côté occidental. On la visite avec Aline Delvoye.
Cette gigantesque usine de désalinisation sera achevée au mois de novembre. Elle fournira 200 millions de litres d'eau potable par jour. Cela représente 8% des besoins de la ville de San Diego. Mais l'eau produite ici coûtera aussi 6% plus cher que celle des sources traditionnelles. C'est une nouvelle source d'approvisionnement intarissable. Dans une décennie, on s'attend à ce que les sources traditionnelles du nord de la Californie et du fleuve Colorado coûtent le même prix. Plus tard, la désalinisation deviendra même l'une des sources les moins coûteuses de la région de San Diego. Un avis que ne partagent pas les défenseurs de l'environnement, car pour nettoyer l'eau de mer, puis extraire le sel de l'eau, il faut une très forte pression dans ces turbines et cela demande beaucoup d'électricité. La désalinisation est de loin la source d'eau potable la plus chère parce que c'est lié de près à l'énergie. La production requiert énormément d'énergie. Le fait de pomper d'immenses quantités d'eau dans le Pacifique menace également les larves et les œufs de poissons, un risque pour l'écosystème tout entier. Mais face à la sécheresse que subit la Californie, les autorités soutiennent la désalinisation. Je pense que vous devez vous poser la question suivante. Si vous ouvrez votre robinet et que l'eau coule, était-ce un bon investissement? Ou si au contraire vous n'avez pas payé d'argent en plus mais que l'eau ne coule pas, êtes-vous content? C'est cela l'important. Nous avons l'assurance d'avoir de l'eau pour toute la région. La Californie subit actuellement une sécheresse extrême. Le gouverneur de l'État a donc pris des mesures pour réduire de 25% la consommation d'eau. Plus question par exemple d'arroser les parterres publics. Des règles imposées, car sur base volontaire, la Californie n'a réussi à baisser sa consommation d'eau que de 3% en un an. Hugues Daillet nous a rejoint en plateau puisque c'est ce matin que les films en compétition au 68e Festival de Cannes ont été dévoilés. Bonjour Hugues. Bonjour Alors Véronique. à quoi va ressembler le Cru 2015 Eh bien, le délégué général Thierry Frémaux a dit on a pris des risques. Et ça pour deux raisons. Parce qu'on dit toujours, vous voyez des milliers de films chaque année et vous sélectionnez toujours les mêmes abonnés. Donc c'est une critique qui revient souvent. Et l'autre idée aussi, c'est de sélectionner la jeune génération du cinéma. Et c'est particulièrement flagrant dans la sélection française. Alors Frémaux a expliqué, ils avaient l'embarras du choix. C'est un véritable crève-cœur. Alors c'est un film d'auteur français qui va ouvrir le festival hors compétition, un film d'Emmanuel Berco, donc c'est pas une grosse production glamour. Déjà ça change. Et il y aura 4 films français en compétition. Alors il y a le vétéran Jacques Audiard, qu'on connaît bien, qui avait été présent avec De Rouillé d'Os et Un prophète. Eh bien, à côté de ce vétéran, c'est 3 représentants de la jeune génération du cinéma français, Stéphane Brisé, Valérie Donzelli et Maïwenn. Maïwenn a déjà gagné à Cannes avec Police, mais malgré tout, c'est vraiment la jeune génération. Par contre, il est plus étonnant de voir une forte présence du cinéma italien avec 3 habitués, 3 films et 3 habitués avec des cinéastes qui n'ont plus grand-chose à prouver. Je pense à Paolo Sorrentino qui avait été présent, qui est toujours là et qui avait été présent avec La Grande Bellezza, Matteo Garrone, dont on se souvient de Gomorrah, ou encore Nanni Moretti qui est un des lauréats de la Palme d'Or. Alors justement, il a déjà gagné une Palme d'Or. Ce n'est pas le seul dans ce cas-là cette année-ci. Il y aura aussi l'Américain Gus Van Sant qui revient, qui avait déjà eu la Palme d'Or avec Elephant et qui revient en compétition. D'ailleurs, il faut signaler que du côté du cinéma américain, c'est de plus en plus flagrant. À Cannes, c'est le cinéma américain indépendant qui est en compétition. Voilà. Gus Van Sant, Todd Haynes et alors le Québécois Denis Villeneuve qui avait fait le superbe Incendie qui vient avec un film américain. Pour les films de studio, on sait bien que dorénavant, c'est hors compétition, c'est un événement en marge du festival, mais en tout cas pas pour gagner une Palme d'Or. Petite déception, pas de Belges? Ah, c'est vrai qu'on pouvait attendre pour les longs métrages, Jaco Van Dormael avec son nouveau film avec Benoît Poelvoorde ou encore Joachim Lafosse qui était prêt aussi. Mais je pense que le cinéma belge francophone souffre un petit peu justement de la grosse présence du cinéma français. À partir du moment où le comité a dû choisir parmi de nombreuses présences françaises, choisir un Belge francophone. Voilà. Cela étant, tout n'est pas encore annoncé. Il y a la quinzaine des réalisateurs qui est un peu le festival off où beaucoup de Belges. Il y a des courts-métrages sélectionnés. Il y a un court-métrage néerlandophone qui est sélectionné dans la compétition des courts-métrages et il y a aussi la semaine de la critique. Donc il est encore trop tôt pour dire que le cinéma belge ne sera pas complètement, ne sera pas présent dans ce Cru 2015, mais en tout cas pas de film dans la compétition. Et on rappelle les dates de ce festival. 13 au 24 mai, dans moins d'un mois, ça démarre, c'est parti. Merci beaucoup Hugues Daillet d'être venu nous parler de cette sélection dans notre journal. Sport, le coureur cycliste grec Van Avermaet dans le collimateur de la Royal League vélocipédique belge. Elle a requis 2 ans de suspension. Le coureur de la BMC est en effet suspecté de s'être dopé. On fait le point avec Christophe Delstange.
L'affaire Van Avermaet a éclaté dans les journaux début mars lors du Nieuwsblad, la course d'ouverture de la saison belge. Le nom du coureur BMC est associé au nom de Chris Mertens, un médecin accusé d'être au centre d'une affaire de dopage à Lausanne. Mais ce jour-là, Greg Van Avermaet nie en bloc. Het was niet plezant, geen plezant nieuws voor mij ook, maar ik ben onschuldig, dus ik wil me gewoon focussen op de koers. En ja, vandaag is mijn eerste opdracht en ik ben blij ook dat mijn ploeg mij laat starten. Les faits reprochés remontent à 2012. Greg Van Avermaet aurait eu recours à l'ozone. L'ozone est injecté dans le sang pour augmenter la résistance à l'effort. Ce produit ne figure pas sur la liste des produits interdits comme l'EPO ou les anabolisants. Mais depuis l'affaire Armstrong en 2011, l'Union cycliste internationale a banni les aiguilles du peloton. Il est donc reproché à Greg Van Avermaet de ne pas avoir respecté le règlement de l'UCI qui interdit les intraveineuses sans prescription médicale, même si c'est pour des injections de produits de récupération. Aujourd'hui, le procureur de la Ligue vélocipédique belge demande 265 000 € d'amende, 2 ans de suspension et l'annulation des résultats du coureur belge depuis 2012. Greg Van Avermaet connaîtra son éventuelle sanction dans 15 jours. Il a confirmé cependant qu'il serait bien au départ de l'Amstel Gold Race ce dimanche. Et on termine sur un terrain de golf avec quelques jeunes en stage, peut-être les futurs champions de demain. Ils rêvent en tout cas d'exploits, d'un all-in-one. Et comme dans tous les sports, ils espèrent suivre les traces de leurs idoles. Philippe Antoine a suivi leur entraînement. Audenarde, ce matin, les meilleurs jeunes joueurs du pays défendent les couleurs de leur club. On est loin des grandes compétitions internationales où se retrouvent les meilleurs golfeurs du monde. Enfin, pas si loin que ça, finalement. Quand on leur demande quel est leur champion favori, la plupart des jeunes répondent « Rory McIlroy. Rory McIlroy. Celui qui me fait plutôt rêver, c'est McIlroy. » Rory McIlroy, nord-irlandais, bientôt 26 ans, le voici. Il est le numéro 1 mondial. Et très clairement, il fait plus rêver les jeunes qu'un joueur belge. Oui, parce qu'il est connu dans le monde entier. Et un joueur belge est connu juste en Belgique et dans les petites parties. Donc voilà. Et pourtant, il y a aussi des champions belges, Nicolas Colsaerts ou Thomas Pieters. Et leur effet d'attraction sur les jeunes n'est pas négligeable. Ik denk dat het vrij belangrijk is als men kijkt naar tennis. Justine Henin, Kleisters-effect in de tijd. Heeft toch heel wat jeugd over de streep gekregen om aan tennis te beoefenen. Ik denk dat in golf hetzelfde fenomeen bestaat. Je pense que les locomotives belges c'est mieux pour le pays. On a besoin maintenant de cette image et on a besoin de développer beaucoup plus les joueurs en Belgique. Et donc je pense que ça va attirer les jeunes vers le haut niveau. 3, 2, 1, Pour ces professionnels de l'enseignement de golf, les grands champions servent surtout à inspirer les jeunes qui vont les prendre pour modèle. Et puis les records et performances établis aujourd'hui donnent aussi sans doute aux jeunes l'envie de les améliorer. Je pense que c'est important de donner l'exemple, de les inspirer. Donc ils ouvrent un chemin et une fois que c'est ouvert, les autres suivent. Je crois que c'est dans tous les sports comme ça. Un champion, c'est une personne de référence pour eux. Ils peuvent toujours s'identifier ou le copier, le mimer. Les jeunes apprennent énormément en regardant les autres. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les jeunes ne font pas leur choix d'idole en se basant uniquement sur les résultats. On regarde aussi sa manière de penser, s'il rate un coup, s'il va râler ou pas, parce que s'il râle, il peut rater son autre coup, ainsi de suite. Et parfois, tu te dis, ouais, celui-là, un jour, je serai à sa place? Oh non, pas trop quand même, il y a encore beaucoup de marge. Des étoiles plein les yeux, mais les pieds sur terre, malgré tout. On fait un point météo avec un ciel qui reste lumineux, mais ça ne va pas durer très longtemps puisque de plus en plus de nuages arrivent de France. Des averses orageuses ne sont pas exclues en Ardennes. Les températures, elles sont contrastées. Elles vont de 16 à 23 degrés, 16 degrés du côté de la côte. Et puis à lire sur Internet différents articles complémentaires aux informations développées dans notre journal, notamment avec la question du génocide arménien. L'invité de la première ce matin, Jean-Marie Cavada, affirme que le président turc ne contribue ni à la paix ni à la vérité. IBM, Microsoft, Google, comment lutter contre les abus de position dominante? Et puis il est également question sur Internet d'arnaque à la location immobilière avec l'Office national des locataires qui envisage de porter plainte. L'évolution de l'actu à suivre donc via Internet, en radio et puis en télévision avec 3
rendez-vous ce soir, le best-of dont n'est pas des pigeons, le 15 minutes sur la 2 à 19h et puis à 19h30 le JT sur la 1 suivi de l'émission Jeudi en prime. Merci en tout cas de vous informer avec l'RTBF. Je vous retrouve demain dès 13h avec 2 invités cinéma, Richard Berry, Daniel Auteuil. Et d'ici là, belle fin de journée à vous.